Donc, les partenariats bancaires, c'est quoi? C'est une structure qui a été créée au sein de la direction de l'animation du réseau et on a mis en place plusieurs dispositifs pour essayer de rester en contact au maximum avec nos partenaires bancaires, notamment, on a une newsletter qui part tous les mois, qui est envoyée à près de 12 000 contacts, 12 000 contacts de nos partenaires bancaires. Donc en fait, c'est plutôt nos directions régionales qui ont des contacts bancaires, qui les envoient auprès de leurs contacts. Donc 12 000, alors qu'il y a un an, la newsletter n'existait pas. Donc on a des taux d'ouverture qui sont plutôt pas mal. Donc le but, c'est toujours rester en lien, de rester en contact et de pouvoir échanger. Donc dans le prolongement de ça, on a créé aussi des clubs banques. Donc on est au tout début de l'histoire des clubs banques. Donc on les a créés à différents niveaux, aussi bien auprès de nos directions régionales. Donc, il y a 15 jours, on était à Reims. La semaine dernière, à Val-de-Fontenay, c'est Île-de-France-Est, où là, on réunit plutôt une population de directeurs de centres d'affaires. Donc, le club banque, ce n'est pas un club BPI, c'est un club des banquiers. On se réunit, on parle de sujets qui nous concernent tous. Et le but, ce n'est pas de parler que de BPI, c'est d'échanger. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est que les participants, après, amènent des sujets aussi d'échange. En ce moment, je ne vous cache pas la thématique, si on parle des banques, c'est la transition énergétique, où tout le monde est un peu en train de chercher comment comment nos clients peuvent réagir, comment on va les amener vers la transition écologique. Donc, ce matin, on échangeait encore avec un partenaire bancaire. Voilà, tout le monde est en train de chercher un peu le bon questionnaire bancaire, mais voilà, quand on se rend compte comme ça permet d'échanger et de pouvoir affiner ça. On a créé aussi des clubs banques sur différents métiers, comme aujourd'hui, des métiers plus transverses, aussi la direction du crédit, aussi sur l'immobilier. Et enfin, des rencontres avec les directions générales des banques. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu une invitation. Il y a aussi un club banque lundi soir prochain. Donc, vous êtes cordialement invités, mais on vous renverra l'invitation. Donc, voilà, pour les partenariats bancaires. Donc, je vais passer la parole, je pose à Marie-Adeline pour la Merci suite. beaucoup, Xavier. Alors, donc, on est très heureux, nous, de vous recevoir dans ce club banque un peu thématique autour de la création. Donc, moi, je suis Marie-Adeline Pex, je suis directrice exécutive chez BPI France. Je fais différentes choses, je m'occupe des partenariats avec les régions, mais je m'occupe aussi de tout le soutien à la création et à l'entrepreneuriat. Et donc, l'objectif qu'on avait aujourd'hui, c'était de pouvoir échanger avec vous, parce qu'en réalité, et on va le voir sur la création, on est partenaire tout le temps, en vrai. Même quand on ne le sait pas vraiment. Et du coup, on voulait vous réexpliquer un peu, nous, ce qu'on fait sur la création, pour pouvoir voir comment est-ce que, dans le cadre de nos partenariats en direct, de façon indirecte, auprès d'un certain nombre d'acteurs qu'on soutient, on peut faire plus, mieux, dans un contexte où, vous le savez, la création d'entreprise est ultra dynamique en France. Et où on a une vraie ambition de faire en sorte que les créations qui se déploient avec le plus de chances de pérennité, avec le plus de chances de création de valeur, à minima, valeur suffisante pour permettre à celui qui crée de se nourrir à la fin du mois, mais vraiment à minima. Et surtout, créatrice potentiellement d'emplois, l'emploi de celui qui crée, mais aussi l'emploi de ceux que celui qui crée va finir par employer. Donc, c'est dans toute cette perspective-là, je pense qu'on a vraiment plein de choses à faire. Et ça nous paraissait intéressant de rééchanger avec vous sur ces sujets-là. Donc, comme vous allez le voir, on est déjà, et comme vous le savez d'ailleurs en réalité, on est déjà partenaire beaucoup sur les sujets de création, notamment dans le cadre de la garantie. Et on a le plaisir du coup d'avoir avec nous Bertrand Fontaine, qui est le directeur de la garantie chez BPI France, et on fera un point spécifique sur ces sujets de garantie. L'idée dans l'après-midi, c'était qu'on puisse avoir un premier temps un peu descendant, entre guillemets, mais surtout, on est suffisamment en cercle suffisamment restreint et qualitatif pour qu'on puisse se permettre de s'interrompre. Donc, ça va être descendant, mais avec surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, à interagir. Ce sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Le but, c'est pas qu'on s'écoute parler, on sait un peu ce qu'on a à vous dire. Donc, c'est surtout l'interaction qui est intéressante. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, on a prévu, sous un format qu'on va peut-être un petit peu changer, mais en tout cas d'ateliers sur des thématiques un peu particulières, pour pouvoir cette fois-ci voir avec vous vos attentes, ce qui peut être fait, ce qu'on fait déjà, comment on peut faire mieux ensemble, et des choses auxquelles peut-être on n'a pas du tout pensé et que vous avez en tête
pour qu'on puisse voilà, avancer sur ces sujets. Alors, très rapidement, moi, je vais juste reprendre 2-3 éléments. Donc, comme je le disais, BPI France sur la création, on est historiquement très présent avec 2 casquettes. Une casquette que vous retrouvez là, qui est celle de la garantie bancaire et qui est complètement adossée à notre partenariat, parce que par définition, faire de la garantie bancaire sans les banques, c'est quand même pas super facile. C'est pas mon métier, Bertrand, mais je pense que tu me détromperas pas. A priori, j'ai cru comprendre que c'était mieux d'avoir les banquiers pour pouvoir garantir. Et donc, concrètement, hein, Ilan et Bertrand reviendront sur ces sujets, mais en termes de grande masse, aujourd'hui, c'est 40 000 prêts qui sont garantis. C'est la plus grosse finalité de garantie de BPI, la création. Et c'est plus d'1,5 milliard d'encours en risque sur 2021. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, à la fois historiquement très, très ancré et massif. Il y a une bulle qui n'est pas là et qui est aussi une bulle très historique chez BPI sur la création, c'est l'innovation et le soutien à la création innovante. Où dans ce cadre-là, depuis toujours, depuis l'ANVAR, depuis des lustres, BPI apporte de l'expertise, des moyens en complément des banques et pour favoriser et faciliter l'accès des projets innovants au financement bancaire classique, donc dans une logique de courte échelle, à ces phases de création innovante, de start-up, de plein de choses qui, depuis plusieurs décennies, se déploient et croissent beaucoup. On ne va pas forcément y revenir beaucoup là, cet après-midi, parce que c'est des thématiques qui sont très, très particulières, avec en réalité des besoins d'accompagnement et de financement du créateur qui n'est pas le même que le créateur du food truck ou d'une activité plus traditionnelle. Mais c'est clairement un champ aussi sur lequel on est en partenariat très étroit. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le socle historique de nos partenariats. Et par ailleurs, comme vous le savez, depuis 2019, BPI France a repris tout un champ du soutien à l'entrepreneuriat et à la création qui était resté à la maison mère chez nous, donc côté Caisse des dépôts, parce que très interfacé par tout un monde, un écosystème associatif qui du coup était resté côté Caisse au moment de la création de BPI, parce que adossé à un écosystème associatif. Et en 2019, on a travaillé avec la Caisse et repris le sujet dans le bon sens, c'est-à-dire pas celui de la structuration juridique des entités qui accompagnent, mais du besoin du porteur de projet. Or, le porteur de projet, ce qu'on espère, c'est que certes, il crée ou il envisage de créer, puis à un moment, s'il crée, il devient entrepreneur, ça devient une entreprise, et donc il rentre et il est très naturellement dans le périmètre des missions de BPI France, qui est d'accompagner l'entrepreneur depuis la conception de son projet jusqu'à sa transmission, son introduction en bourse, la fin de sa vie d'entrepreneur, enfin pas de la vie de l'entrepreneur, mais la fin de la vie de l'entreprise. Et du coup, la phase de création, notamment parce qu'on le faisait déjà avec l'INO, qu'on le faisait déjà avec la garantie, est rentrée complètement dans le prisme de nos activités. Et dans ce cadre-là, on a repris, et on va vous réexpliquer un peu plus précisément ce qu'on fait, un certain nombre d'actions qui sont pour nous totalement intermédiées par des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on est 4000 salariés chez BPI, à peine. Il y a 1 million de créations par an. Et il y a, sur les 30 réseaux d'accompagnement qu'on soutient, ils ont eux-mêmes 4000 salariés, mais surtout, ils ont 53 000 bénévoles. On a 48 implantations sur le territoire. Il y a plus d'1 millier d'implantations de ces réseaux d'accompagnement sur le territoire. Pardon. Et donc, c'est bien via ces réseaux d'accompagnement, en réalité, qu'on intervient aujourd'hui en soutien à la création. C'est en soutenant ces réseaux, en subvention, pour leur donner les moyens d'intervenir. C'est en apportant à ces réseaux des financements qui leur permettent notamment de faire du microcrédit en direct, comme l'a dit, ou de la garantie, comme France Active, notamment via un dispositif qui s'appelle le Fonds de cohésion sociale. Et puis par ailleurs, c'est en permettant à ces réseaux de venir
faire des prêts d'honneur avec des ressources BPI France, que l'on accompagne aujourd'hui massivement la création d'entreprises. Donc on est bien sur une activité très intermédiaire et dans lequel on est en réalité, c'est pour ça que je parlais de partenariat indirect, très souvent partenaire parce que ces réseaux, vous les connaissez comme nous. Vous êtes très souvent partenaire de ces réseaux, financeur de ces réseaux via du mécénat, via des fondations, via des financements directs. Et puis, ils fonctionnent sur le territoire en lien très étroit avec l'écosystème bancaire vers lequel leur objectif est d'amener les créateurs qu'ils accompagnent. Donc là, on est sur une forme de partenariat plus indirect, mais extrêmement efficace, pertinente et qui a, je pense, un intérêt énorme à se développer pour faire en sorte que on puisse accompagner plus de créateurs. La dernière bulle, et en fait c'est la première en réalité, c'est tout le site qu'on appelle bpifrancecreation.fr, qui est dont l'ancêtre était le site de l'agence France Entrepreneur, puisque dans la mise en place de l'action de BPI sur la création, on a repris 2 choses, l'agence France Entrepreneur d'une part et les actions de la caisse. Et donc le site bpifrancecreation.fr qu'on partage avec certains d'entre vous via de la syndication de contenu, via un certain nombre de partenariats plus ou moins structurés. Ce site, c'est la première entrée du créateur vers un certain nombre de contenus qui lui permettent de construire son projet. Je vais hyper vite pour laisser la parole à Frédéric après, mais pour vous le faire en très simple, BPI France Création, les missions qu'on porte, celles qui nous ont été assignées par nos actionnaires, c'est de préparer, d'orienter et d'animer, notamment via le site bpifrancecreation.fr pour pouvoir toucher le plus grand nombre. C'est d'accompagner et de financer les créateurs et, comme je vous le disais, intégralement, hormis sur l'innovation, via les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise. Et c'est une dimension très importante pour nous de faire en sorte que ces actions, elles touchent tous les créateurs partout sur le territoire. Et donc, dans ce cadre-là, on a un certain nombre d'ambitions spécifiques sur certains publics, soit, alors je ne sais pas comment dire ça, c'est toujours compliqué, donc que l'on considère fragiles. Donc, les publics sont fragiles parce que ce sont des jeunes ou de pauvres jeunes femmes qui ont quand même du mal dans la vie. Et blague à part, l'objectif, c'est pas tellement de les accompagner parce qu'ils sont fragiles, c'est surtout de les accompagner parce qu'ils sont susceptibles de générer eux-mêmes énormément de valeur ajoutée et d'emploi et de développement. Et puis les publics fragiles, c'est aussi les publics qui sont présents sur certains territoires. Et notamment, on a déployé un programme qu'on appelle Entrepreneuriat pour tous et dont Ahmed va vous parler, qui est un programme de soutien à l'entrepreneuriat dans les quartiers, parce que notre ambition derrière tout ça, c'est de faire en sorte, non pas que tout le monde devienne entrepreneur, mais parce que ce n'est pas forcément une fin en soi et que ce n'est absolument pas simple, mais qu'en revanche, que tous ceux qui ont le projet d'entreprendre aient les mêmes chances que leurs voisins et que donc on soit en mesure de les accompagner de façon massive. À la fin, notre but, et ce qu'on s'est dit en 2019, c'est qu'on avait pour ambition d'accompagner 2 fois plus de créateurs. Aujourd'hui, on accompagne via, une fois encore, les réseaux d'accompagnement et hors garantie, à peu près 70 000 créations par an. Et je dis bien création, hein. On accompagne beaucoup plus de gens, mais dans ces 160 000 qui sont accompagnés, il y en a à peu près 70 000 qui créent. Donc, l'objectif, c'est de doubler ce nombre de créations accompagnées, de doubler le nombre de créations financées, notamment en les renvoyant massivement vers les réseaux bancaires. Et du coup, de multiplier par 4 le nombre de créateurs accompagnés et financés dans les QPV, parce que pour rétablir une forme, non pas d'égalité, mais d'équité dans les chances de réussite des projets. J'ai fini pour la big picture. Et du coup, Frédéric va rentrer dans les détails. Comment on fait tout ça? Vous avez compris, en fait, l'objectif qu'on se donne, c'est de doubler le nombre de créateurs accompagnés par les réseaux. Ça ne veut pas dire, finalement, on espère avoir une incidence sur le nombre de personnes qui ont l'intention de créer. Mais avant d'essayer de faire 2 millions de créateurs, l'enjeu, c'est surtout de faire que parmi le million de personnes, quasiment, qui créent chaque année, il y ait plus de personnes qui se fassent accompagner et financer, parce qu'on sait très bien que c'est l'une des solutions qui permet finalement de minorer le risque pris lors de la création. Au-delà de ça, comme le disait Marie aussi, il y a un enjeu, c'est finalement d'assurer une certaine parité. On en est loin, hein, c'est 30% de créatrices aujourd'hui parmi les créateurs, donc on n'est pas encore vraiment à l'équité.
C'est un peu plus vrai quand on regarde les personnes qui sont accompagnées par les réseaux. Donc là, il y a encore un petit effort à faire à minima sur les personnes qui sont accompagnées. Et de la même manière, on a une sous-représentativité des gens qui sont dans les quartiers. Donc là, l'enjeu, c'est de faire en sorte non seulement qu'il y en ait plus, mais qu'on ait une accélération qui fasse qu'on ait x4 créateurs accompagnés par ces mêmes réseaux. Donc voilà l'enjeu. Et comment on fait ça? En fait, vous l'avez compris, on est intermédiaire, on reste toujours dans notre position de banque de place. Et donc l'idée, c'est de réussir à animer un certain nombre de réseaux. Il y en a 26. Je regarde par là parce que ça change de temps en temps, mais on a 26 réseaux qu'on finance aujourd'hui. On va vous expliquer comment. Et faire en sorte que finalement, ces différents réseaux déjà se connaissent mieux, échangent plus ensemble, de manière aussi à faire en sorte de permettre aux créateurs d'avoir potentiellement des parcours. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on parle des jeunes, il y a tout un travail qui est opéré par un certain nombre de réseaux sur la sensibilisation. Il faut que ceux qui ont un intérêt à créer puissent aller jusqu'à d'autres réseaux en capacité eux-mêmes de les accompagner plus en avant. Et de vraiment faire en sorte finalement d'avoir cette émulation qui ne peut pas se faire réseau par réseau et indépendamment les uns des autres, mais bien dans une logique un peu globale, de manière finalement à atteindre l'objectif. Et au-delà des réseaux, l'enjeu, c'est effectivement, si je prends tout en bas, de faire de la sensibilisation, donc d'essayer massivement, notamment via le site BPI France Création, de toucher plus de personnes qui ont l'intention de créer et de leur faire savoir qu'il y a des dispositifs du financement, vous les premiers, mais aussi effectivement des réseaux d'accompagnement qui sont là pour les accompagner dans la création. Et ça, c'est un élément important. On a 7 millions de visiteurs uniques. Ce n'est pas encore peut-être suffisant, mais ça permet quand même déjà de toucher un certain nombre de personnes chaque année grâce à ça. On a un certain nombre de dispositifs, je ne rentrerai pas dans le détail de tous, mais qui permet en fait d'essayer de sourcer ou de connecter plus de personnes dans les publics prioritaires vers la création d'entreprises potentiellement. Et vous voyez bien que l'un des grands enjeux, et pourquoi on parle aujourd'hui, c'est déjà pour vous présenter cette stratégie, mais aussi pour essayer d'aller plus loin et de faire en sorte de voir un peu qu'est-ce qu'on peut encore consolider dans nos relations. Parce qu'on sait pertinemment que l'un des enjeux fondamentaux, au-delà de l'accompagnement, ça va être le financement. Et quand on parle du financement de la création, avant même de parler de la garantie, etc., c'est le financement bancaire qui est important. Et là, il y a tout un travail amont qu'il faut qu'on opère et qu'on voit aussi comment on peut bien le travailler ensemble pour vous permettre finalement de financer plus et mieux les créateurs. Pas que les startups, mais aussi les startups. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu. En consolidant aussi, mais on va vous expliquer ça juste après, des choses sur les dispositifs de financement qui sont un peu à notre main, soit via le fonds de cohésion sociale et toute le microcrédit en fait, mais aussi via l'offre de prêt d'honneur qui ne se suffit pas à elle-même, mais qui vient potentiellement compléter les besoins par rapport à des plans de financement. Concrètement, sur 2021, ça donne quoi? Ça donne ça dans les grandes masses. On a versé en fait 25 millions d'euros de subventions auprès des différents réseaux dont on parle et qu'on va vous présenter en fait dans l'action, en tout cas ce qu'on opère avec ces subventions. On a changé en fait le modèle de PH. En fait, on intervenait comme vous en fait en apport associatif dans un certain nombre de structures. C'était pas soutenable dans la logique de croissance. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait évoluer le système vers une distribution de prêts d'honneur digitaux qui sont toujours à la main et avec vraiment le rôle central des réseaux dans l'instruction et la décision d'octroi de ces prêts d'honneur, mais via une plateforme digitale nous permettant de démultiplier les ressources exploitables par les réseaux auprès des créateurs. On passe grosso modo de quelques dizaines de millions d'euros à plus de 100 millions d'euros. Là aussi, on va revenir dessus sur les détails des prêts d'honneur. On a, et ça aussi, c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde ensemble, mais plus dans les ateliers, engager aussi des choses, par exemple, autour des PAREF. On a un accord cadre aujourd'hui qu'on porte avec l'État autour de l'entrepreneuriat des femmes et dans lequel on a 2 banques déjà en fait partenaires de cet accord, mais sur lequel on serait intéressé à voir si vous êtes partant et intéressé pour aussi investiguer ces sujets qui se déclinent de manière très opérationnelle dans tous les territoires et avec une participation systématique des régions. Je vais vous faire tout, mais on a donc Entrepreneurs pour tous, dont Ahmed va vous parler tout à l'heure, avec là beaucoup de dispositifs nous permettant finalement d'essayer de connecter notamment les personnes des quartiers avec les dispositifs existants d'accompagnement à la création. Et l'enjeu, il est là, c'est finalement pas de superposer ou de faire des choses en tunnel qui seraient dédiées au quartier, mais de faire en sorte que finalement, à minima déjà, ils connaissent l'offre droit commun, entre guillemets, et qu'ils puissent du coup en bénéficier pour finalement là aussi sécuriser et optimiser leur démarche de création d'entreprise. Voilà, je me tais sur ce slide pour essayer de laisser du temps aussi. N'hésitez toujours pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous voyez. Et je vais laisser la main à Hélène qui
qui va vous présenter le sujet d'animation et de financement des réseaux. J'avais juste une petite question peut-être avant de commencer. C'est les réseaux d'accompagnement dont on parle, vous les connaissez ou pas? Oui. Je vais peut-être revenir sur la slide parce qu'en fait, ça me paraît assez important. Donc là, on a les 4 réseaux financeurs. Alors, il y en a même 5 parce qu'il y a France Angel avec les Business Angels. France Active, Réseau Entreprendre, Initiative France et l'ADI. Donc France Active, je pense que vous devez bien connaître puisqu'ils font de la garantie. Initiative France et Réseau Entreprendre, c'est les prêts d'honneur. Et puis l'ADI qui est en fait plutôt sur une niche du marché bancaire puisqu'elle s'adresse à ceux qui ne sont pas bancarisables. Et ensuite, on va avoir donc les réseaux qui font de l'accompagnement. Donc on a BGE que vous devez connaître, je pense, qui est le plus gros en termes de public touché. Et ensuite, on va en avoir des spécialisés. Donc on en a certains sur l'entrepreneuriat féminin. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a Les Premières, il y a Force Femmes, Femmes des Territoires et Actionnelles. Ensuite, on en a sur les jeunes. On en a sur donc, l'entrepreneuriat pour tous, donc notamment Positive Planète. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont pas mal changé de nom, mais en fait, c'est l'association de Jacques Attali. Et puis, on en a sur le mentorat et également sur le rebond. Voilà, rapidement. Et alors, j'ai une autre question. Est-ce que, du coup, vous connaissez a priori France Active et les réseaux financeurs, mais est-ce que pour vous, c'est assez clair comment fonctionne un réseau donc, je ne sais pas si c'est clair ou pas. Non, pas trop. Alors, rapidement, parce que j'en reparlerai après dans la manière dont nous, on les accompagne. Mais en fait, un réseau, donc, c'est un ensemble d'associations. Donc, il n'y a pas de lien juridique et capitalistique d'une association à l'autre. Et c'est porté par ce qu'on appelle une tête de réseau. Donc, c'est la structure nationale qui va agir un petit peu comme une fédération auprès de toutes les associations qui sont sur le territoire. Pour vous illustrer ça, Initiative France, c'est 240 associations. Donc du coup, la tête de réseau, elle doit animer 240 structures. Ces structures, elles sont toutes composées du coup, d'une gouvernance associative, donc avec un président, un trésorier, etc., un conseil d'administration, et puis une équipe de salariés. Et puis, on a l'ADI qui est aussi un peu particulière puisqu'elle, c'est qu'une seule structure associative qui va par contre avoir des antennes. Donc, on va avoir un lien là plus fort entre ce qu'on appelle la tête de réseau et puis son réseau. Et donc, je viens sur la manière dont on va mettre en œuvre nos stratégies. En fait, comment on va travailler avec les réseaux pour que nous, notre stratégie, elle s'applique au niveau du terrain et qu'elle touche les porteurs de projets. On a pour ça plusieurs leviers. On va soutenir financièrement les têtes de réseau. Donc, on va financer des actions qui vont avoir un lien avec la tête de réseau, le réseau et in fine le porteur de projet. Donc, par exemple, ça va être la conception de l'offre d'accompagnement ou de l'offre de financement. Ça va être toutes les actions de communication. Ça va être également des actions de formation des salariés du réseau, etc. Voilà, on en retrouve un certain nombre. Donc ça, c'était les subventions aux têtes de réseau. Ensuite, on va soutenir financièrement les associations locales sur des actions bien spécifiques en lien avec les actions de la tête de réseau et aussi en lien avec nos axes stratégiques, donc notamment l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat dans les quartiers politiques de la ville ou le sujet des jeunes. On va animer les réseaux, donc en lien toujours avec leur tête, sur des groupes de travail, sur des manifestations où on les réunit pour s'assurer que notre stratégie elle est partagée et qu'elle est comprise. On va également travailler sur des actions propres à nos publics cibles. Et puis, la dernière brique, c'est les moyens financiers sous forme de produits qu'on va mettre en œuvre avec elles. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous l'avez compris, il y a un sujet sur la sensibilisation et le pré-accompagnement des jeunes. Et puis, il y a un sujet sur l'entrepreneuriat des femmes. Donc, pour ça, on travaille avec des réseaux spécialisés, on travaille avec les régions, on travaille aussi avec différents ministères pour qu'il y ait un écosystème qui se crée à la fois au niveau national et à la fois au niveau local pour favoriser cet entrepreneuriat. Et en fait, lever les freins que ces publics ont, ou donc se mettent des fois, parce qu'on voit que dans l'entrepreneuriat féminin, en fait, c'est souvent les femmes qui se mettent elles-mêmes leurs propres freins, notamment sur la taille des plans de financement.
Donc on va travailler avec eux, avec les réseaux, pour mettre en œuvre des actions qui vont leur permettre de pouvoir bénéficier pleinement de l'offre classique d'accompagnement et de financement. Et donc j'en viens sur la partie financière, donc sur la partie des outils qu'on va mettre à disposition des réseaux pour financer les porteurs de projets. On a 3 types en fait d'aides financières. C'est la garantie, donc notamment via la garantie de France Active, qui passe par, on l'a évoqué, le fonds de cohésion sociale. Le fonds de cohésion sociale, c'est un fonds d'État du ministère du Travail qui va doter France Active Garantie pour pouvoir mettre en œuvre les garanties sur vos prêts bancaires. Donc on a la garantie, on a le microcrédit de l'ADI. Donc là, l'ADI, elle va intervenir seule, elle va financer donc des porteurs de projets qui sont dans des situations difficilement bancarisables. Et puis, il y a le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, lui, il va permettre de constituer un premier rapport qui va ensuite permettre aux porteurs de projets d'avoir un business plan monté et donc pouvoir solliciter un prêt bancaire. Prêt bancaire qui est également compatible avec la garantie de France Active. Donc on voit que tout ça, c'est complètement lié. Ce qu'on a développé à partir de 2020, c'est les prêts d'honneur digitaux. Donc les réseaux vont pouvoir aller sur une plateforme digitale BPI France et saisir une demande de prêt d'honneur que nous, on mettra en place au niveau des porteurs de projets. Donc ça, on a démarré avec le prêt d'honneur solidaire. Le prêt d'honneur solidaire, c'est historiquement NACRE. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc le prêt pour les demandeurs d'emploi, qui était devenu entre-temps PTZ, Caisse des dépôts. Et puis, il est arrivé chez nous et il s'est appelé prêt solidaire. Donc lui, il est financé in fine par le Fonds de cohésion sociale, puisqu'il a une vocation alors pas de retour à l'emploi, puisqu'ils ne vont pas retrouver un emploi, mais en tout cas, de permettre aux demandeurs d'emploi ou à des publics éloignés de l'emploi de créer leur entreprise et donc de retrouver une connexion avec le marché du travail. Donc vous voyez des montants assez petits, entre 1 000 et 8 000 euros, une durée de 5 ans, avec des différés possibles entre 0 et 18 mois. L'année dernière, on a lancé le prêt d'honneur création reprise, donc en lien avec les réseaux Initiative France et Réseau Entreprendre. Historiquement, comme le faisait la Caisse, puis nous, quand on a repris l'activité en 2019, on a doté les fonds de prêt d'honneur des réseaux Initiative France et Réseau Entreprendre et on a modifié nos modalités d'intervention pour se dire qu'en fait, on préférait ne pas les doter les fonds de prêt d'honneur, mais co-intervenir sur les plans de financement des porteurs de projets en direct. Tout ça pour permettre en fait de pouvoir faire plus et donc de rentrer dans notre stratégie de la croissance. Donc, c'est des montants qui vont entre 1 000 et 80 000 euros, 5 ans, sur les différés, pareil, entre 0 et 18 mois. Tous les créateurs d'entreprises sont éligibles à partir du moment où ils sont cofinancés donc par Initiative France ou par Réseau Entreprendre. Et on a, en 2022, on intervient à une quotité de 50-50 entre le réseau et nous, en sachant que 2023, on diminuera notre quotité pour être sur 1 pour 2. Le dernier prêt d'honneur, donc c'est le prêt d'honneur renfort. Lui, il est né en 2020, pendant la crise sanitaire. On s'est aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette dans l'offre de dispositifs d'urgence, notamment pour les jeunes entreprises, donc les entreprises de moins de 5 ans, et celles qui faisaient partie des portefeuilles des réseaux. C'est les réseaux qui nous ont alertés là-dessus. Ils ont pris contact pendant la crise, pendant le premier confinement, avec tous leurs entreprises, tous leurs portefeuilles, pour dire qu'il y en avait qui étaient dans une situation difficile et que malgré les PGE et autres dispositifs, prêts résilience, etc., il y avait structurellement un problème au niveau du bilan, puisque ça déstructurait en fait, le rapport fonds propres endettement. Donc, on a mis en place le prêt d'honneur renfort qui va venir renforcer, donc à nouveau par un prêt d'honneur à la personne physique, qui va venir renforcer la partie fonds propres du bilan de l'entreprise. Posez des questions hein, si vous voulez. Oui. Alors, c'est... Le 2 et le 3, il n'est pas cumulatif parce qu'en fait, le prêt d'honneur renfort, il peut venir uniquement s'il a déjà été accompagné par un réseau. Donc ça, c'est un dispositif qui est financé par le ministère de l'Emploi et le Trésor, par les fonds de relance. On est en train de regarder justement si on peut assouplir ces critères et donc peut-être intervenir plus rapidement sur des jeunes entreprises.
Il est cumulatif dans le temps. C'est pas synchronisable, mais c'est bien une même structure qui pourra en bénéficier. Et est-ce qu'à terme, ça ne fragilise pas l'entreprise, puisqu'elle va devoir rembourser non seulement ses dettes sur sa structure, mais aussi les dettes souscrites par l'entrepreneur, quoi. Alors, ça pose plusieurs sujets parce que l'entrepreneur, il expose aussi, lui, en tant que personne physique, son risque, hein, mais c'est vraiment s'il croit dans la capacité à l'entreprise de rebondir qu'il va effectivement prendre un prêt d'honneur pour son entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité que ça soit lié à un accompagnement des réseaux, que c'est pas ouvert aux entreprises qui n'ont pas été accompagnées, parce que c'est un produit qui reste, moi je l'appelle un produit dentelle, c'est vraiment au cas par cas qui peut être mis en place. Mais nous, je prends en termes d'analyse de risque, à la fin, on a un prêt sur 30 000 euros à rembourser sur 3 ans. On a 10 000 euros à ressortir de la boîte tous les ans. C'est un peu basique, mais... En fait, la dette, elle est sur la personne physique. Ouais, et donc l'entreprise, elle crache 10 000 euros de plus de trésorerie, plus les impôts. Ça passe en compte courant associé. À la fin, il faut générer des... Non, mais c'est vrai, en fait, on l'a vraiment mis et conçu au départ dans le cadre de la relance. Il est arrivé avec un peu plus de temps, mais on avait mis en fait une logique de 24 mois différés, justement pour être dans une logique un peu longue, mais vraiment dans une optique aussi de besoin de financement conjoncturel lié finalement à la sortie de la crise, et vraiment de permettre via ces 24 mois des incapacités de régénérer le BFA, la capacité de remboursement suffisante pour rembourser aussi le PH, mais finalement de venir avec un équilibre aussi quasi fonds propres et un endettement qui était plus honorable, entre guillemets. Donc vraiment par rapport finalement aux créateurs, aux entrepreneurs pour le coup, qui n'étaient pas en capacité de remettre de leur poche directement, et qui par cette capacité-là avaient la possibilité de se réimpliquer. Je comprends la logique, mais à la fin, il faut le rembourser. Et après, on parle d'entreprises qui ont des fragilités structurelles, donc fonds propres, c'est qu'elles sont déjà un petit peu endettées. Donc, au bout des 24 mois, quand tu auras les PGE à rembourser, les anciens prêts, plus celui-ci, tout va arriver à peu près en même temps. Alors qu'on parle de sociétés qui sont un petit peu sensibles, quoi. L'air de rien, 30 000 plus le PGE, plus etc., c'est lourd. Ça reste un produit on peut dire assez de marge. C'est pour la zone grise de ceux qui sont peut-être pas suffisamment beaux entre guillemets pour le financer directement uniquement par la dette, et pas suffisamment moche pour que personne n'ait envie d'intervenir dessus. Et c'est bien consolider normalement, c'était l'idée en tout cas, un besoin de financement en ayant une source un peu différente de financement. Sachant par ailleurs que la cible initiale, donc le prêt, il a été créé au moment du plan de relance. La cible initiale, c'était des boîtes en création qui potentiellement avaient peu bénéficié du PGE, puisque le PGE était calculé sur le chiffre d'affaires, et que du coup, ces boîtes-là, malheureusement, elles étaient. En fait, c'est des outils, non pas substitutifs, mais complémentaires de dispositifs dont on ne l'a pas inventé tout seul, hein, on l'a inventé, on l'a travaillé et construit en travaillant avec les réseaux d'accompagnement qui nous ont dit, ben voilà, là j'ai une marge dans mon portefeuille, j'ai une marge de clients qui en réalité est moins touchée par des outils classiques mis en place par l'État pour soutenir les entreprises pendant la crise. Et du coup, qui ne vont pas être en mesure de reprendre le tournant de la relance parce que fragilisés et avec très peu de trésor, ne vont pas avoir les moyens d'aller redévelopper leur activité. Ce qu'on sent là très clairement, c'est que, et d'ailleurs on n'est pas les seuls, hein, vous aurez noté que les autorités d'État parlent moins de relance et plus de résilience, c'est que sans doute il y a des problématiques qui seront des problématiques un peu différentes et qui font que le prêt renfort tel qu'il a été conçu n'est peut-être pas exactement celui dont véritablement les boîtes ont besoin maintenant. Mais c'était vraiment un dispositif très particulier, dans un contexte très particulier, dont on espérait tous sortir, et on est en train d'en sortir. On n'espérait pas forcément que la sortie nous amènerait là où on est maintenant. Et voilà, je pense que c'est plus intéressant peut-être de revenir sur le prêt création reprise, qui est vraiment le socle, et le socle fort du...
Donc, les trois cumulés, pour le coup, ça représente 242 millions d'euros. Donc, pardon. Là, 242, c'est quand tu fais avec le réseau. D'accord. Ouais. Ok. Dont 121 millions sur le prêt d'honneur création reprise. Et du coup, peut-être, Hélène, tu peux expliquer la différence entre 121 et 242 ? Oui, en fait, on l'a là. Donc, on va avoir un besoin donc, exprimé par le porteur de projet. Donc, il va amener ses fonds propres. Donc là, on est sur la Love Money et autres. Et puis, nous, on va s'intéresser à la partie quasi fonds propres, donc la demande de prêt d'honneur global qu'on va pouvoir donc séparer en deux, entre le prêt d'honneur création reprise et le prêt d'honneur du réseau. Donc, c'est bien les 121 millions qu'on trouve de part et d'autre qui font nos 242 millions. Et à ça, donc, peut s'ajouter, bien sûr, la garantie sur le prêt de la banque, puisque vous savez que le prêt d'honneur, notre prêt d'honneur, en tout cas, il est conditionné à un financement bancaire, ce qui doit bien faire effet levier sur la ressource bancaire. Comment ça se passe dans la pratique ? Le porteur de projet, donc il va rencontrer le réseau, il va être accompagné par le réseau. Donc il peut être accompagné par un réseau d'accompagnement type BGE, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est ensuite adressé à un réseau du financement pour qualifier donc sa demande de prêt d'honneur. La demande, donc, elle va être déposée par le réseau sur la plateforme BPI France. Elle est validée au niveau du risque par le réseau. Nous, on s'occupe de la réglementation bancaire, donc du KYC. On valide et ensuite on met en œuvre avec la signature électronique et le versement des fonds. Voilà, c'est assez simple et rapide. Pour la garantie, je laisserai Ilan présenter le détail. Juste vous dire, donc, merci Marie de m'avoir présenté tout à l'heure. Je suis donc directeur de la garantie pour BPI France, qui couvre en fait deux grands métiers. La garantie, ça fait 45 ans à peu près que la maison fait de la garantie. Vous l'avez connu sous différents noms. Hein. Les premiers, c'était Sofaris, puis ça a évolué. Oseo Garantie, BPI. Et donc maintenant, BPI France. Et donc, métier qui s'appuie, comme tu l'as dit Marie, sur le travail des banques en réalité. Nos clients au niveau de la garantie, ce sont les banques. Et ce sont les banques que nous venons garantir. Au-delà de ce métier fondamental qui ne fait que s'enrichir, et qui a en gros deux gros modes de communication d'ailleurs, soit on garantit par notre réseau, c'est notre réseau, vous sollicitez notre réseau, en général c'est pour des dossiers de plus de 200 000 euros, vous nous sollicitez, c'est étudié dans notre réseau, on valide l'accord et vous avez votre accord qui est notifié par le réseau. Ou vous utilisez des conventions avec lesquelles on a signé avec l'ensemble des partenaires bancaires. Et pour les moins de 200 000, en général, vous connaissez ça assez bien, même mieux que moi, je pense, pour les utiliser au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'il y a, à travers d'ailleurs cette partie déléguée, un volume assez sensible. Vous faites à peu près 70% des dossiers que nous réalisons en garantie sont faits en mode délégué. Et par contre, 70% du risque est pris avec les dossiers du réseau, parce que c'est des dossiers plus importants. Donc on est à peu près on n'est pas dans le 80-20, mais dans le 70-30, à peu près inversé pour ces deux aspects-là. L'autre métier que nous gérons au niveau de la garantie, c'est le PGE, qui de nouveau s'appuie sur vous, qui lui a un peu moins d'antériorité, vous le savez. Donc ça fait 2 ans, mais qui a quand même été l'occasion de souligner la capacité de la place bancaire à se mettre au service d'un pays. Donc c'est quand même pas mal. Et d'une cause, et avec une efficacité, notamment à l'été 2020, tout simplement incroyable. Hein. Je pense qu'elle sera d'ailleurs soulignée la semaine prochaine ici même, puisque le 21, on reçoit l'ensemble de la place bancaire. Donc vous n'êtes pas naturellement tous invités. Tous vos réseaux sont invités en réalité. La plupart de vos patrons témoigneront d'ailleurs. Il y aura un certain nombre de témoignages des dirigeants de banque et aussi du Trésor, parce que tout ça s'est construit finalement, le PGE, entre trois acteurs, mais les 2 acteurs principaux, c'était le Trésor et la Fédération bancaire française, qui représentaient l'ensemble des banques. Et puis nous étions derrière, nous étions l'opérateur. Et donc mes équipes gèrent. Donc on est pour compte de tiers, pour le compte de l'État, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, dès lors que vous nous demandez un axe dérogatoire, j'ai un dossier qui pose un problème, si c'est complètement hors du champ de ce qui était prévu, voilà, je demande au Trésor, vous êtes OK, vous n'êtes pas OK, puis en général ils disent oui, ils sont plutôt de bonne composition, profitons-en, et ça nous permet effectivement de vous suivre, et donc
de saisir pour votre compte, pour le compte des entreprises, derrière, bien sûr, les 800 000 dossiers. Donc, c'est quand même pas rien. À peu près 140 milliards qui ont été octroyés comme ça. Donc, ça a quand même marqué un peu l'économie. C'est un tournant. On pense que c'est un tournant dans la capacité des banques à travailler ensemble, à se mettre d'accord sur une cause commune. Et je pense qu'on va avoir une autre cause commune qui va pas tarder à arriver, qui est déjà là, vous le savez tous, on le ressent, et sur lesquelles on n'est pas tous super bien équipés, ni les uns ni les autres. On se rend bien compte qu'on a des progrès à faire, c'est le climat. Et c'est probablement la cause commune sur laquelle il va falloir qu'on redémontre de la capacité à travailler ensemble. Parce que ce n'est pas toujours facile de travailler tous ensemble, on le sait, on ne va pas se le cacher, mais il y a des choses qui nous dépassent, et celle-ci, elle nous dépasse, et on sent que c'est une voie à prendre, et je pense qu'il n'y a pas un seul acteur de la place bancaire qui n'ait pas marqué cet intérêt dans cette direction, sur cette thématique-là. Et pour revenir au sujet qui nous occupe plus prosaïquement aujourd'hui, la partie création, c'est l'axe central de la garantie. Le métier de la garantie, à peu près, juste pour que vous reteniez, c'est de l'ordre de presque la moitié du volume que nous traitons, c'est de la création. Alors, pour partie techniquement, Ilan y reviendra, le fait que la création, il n'y ait pas de franchise, des choses comme ça, bon, tout ça, ça aide bien entendu, mais je pense que surtout, la création, c'est quand même c'est un acte de foi pour un banquier. Il faut y aller. Forcément, le créateur, lui, il y croit, sinon il ne serait pas devant vous. Mais en même temps, en tant que prêteur, les statistiques ne sont pas toujours ultra favorables. Donc, prendre une décision de garantie, même si tout a l'air sympa sur le papier, c'est pas simple. Je pense que dans ces cas-là, moi, je dis souvent à des clients, mon banquier, je dis, mets-toi de l'autre côté de la table et tu vas voir. C'est pas facile à analyser un dossier. C'est pas facile de prendre une décision. Et nous, on sert à ça. On sert à faciliter la décision bancaire parce qu'on est tout à fait en phase avec le fait que ce soit pas simple et que cette prise de risque que vous réalisez, il est normal que l'État contribue à l'alléger et donc à vous pousser à en prendre plus, et c'est l'économie qui globalement s'en sort bien. Et on va dire que l'équilibre global est très bon parce que tout ça ne coûte pas tant d'argent que ça à l'État. Un peu, parce que forcément, en création, on consomme des fonds publics, mais avec des effets de levier extraordinaires, ce qui fait qu'on fait x20, x30 sur les dotations qui nous sont données par rapport à l'impact sur le terrain. Donc, cet effet de levier qui passe à travers le métier de la banque et qui se retrouve dans l'économie, c'est une bonne utilisation de l'argent public. Je pense qu'il est très, très bien utilisé. Et comme tu l'as dit, Marie, je crois que c'est 1 million de créations d'entreprises l'an passé. Ça ne se construit pas en 15 jours. En réalité, le million de l'an passé, c'est probablement 10-15 ans de boulot, des réseaux dont tu as parlé, des banques, d'un état d'esprit qui change chez les Français. Je crois qu'on l'a tous ressenti. Et c'est tout ça qui paye aujourd'hui. Et donc, nous, on est vraiment très fiers à travers vous. Donc, je vous rends cet honneur d'accompagner ces créateurs d'entreprises. S'il y en a de plus en plus, c'est parce que ça se sait que c'est possible. Dans la tête des dirigeants d'entreprise et créateurs, on trouve aujourd'hui. L'idée, c'est pas de se dire on peut pas, je serai jamais financé. C'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est plus vrai, c'est plus ça. Ils trouvent, ils doivent venir vous voir. Par contre, ils doivent argumenter. Et je pense aussi que ça, c'est très important. Deux points très importants, c'est que le financier, il est là pour mettre le créateur face à ses réalités. Et donc, le challenger sur sa création, vous n'êtes pas des bini-oui-oui. Et ça, on pense qu'on a besoin de votre... C'est pour ça qu'on ne vous couvrira jamais à 100%. Parce qu'on veut que vous gardiez votre vrai métier, qui est d'analyser et de challenger et donc de pousser le créateur à améliorer son projet. Et puis, l'autre aspect, c'est accompagner. Parce que je pense que nous, on est très convaincus de l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Et c'est pour ça que ça fait sens aujourd'hui que Marie et son équipe vous présentent tout ce qui se passe au niveau de l'accompagnement et des structures d'accompagnement, parce qu'en fait, ce n'est pas deux mondes qui s'opposent, c'est deux mondes qui permettent de conjuguer des réussites de créateurs, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Vous n'avez pas le temps opérationnel de cet accompagnement, je pense que ce n'est pas exactement votre métier. Vous avez le temps du challenge, de la qualité du projet. Eux ont le temps de l'accompagnement. Et donc, il faut mixer les deux pour avoir une vraie force de créatrice dans le pays, et visiblement, ça marche. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, Ilan Habitant, responsable des partenariats bancaires au sein de la garantie et auprès des équipes de Bertrand Fontaine. Donc, aujourd'hui, on va effectivement vous recentrer donc sur la garantie. La garantie qui, aujourd'hui, représente 70 000 interventions donc, au niveau des banques, réseau d'accompagnement. Quand on prend toutes les banques, on est à près de 70% de création. Quand on reprend effectivement que la partie bancaire plus réseau d'accompagnement, on fait plus de 50% en création. Donc, au niveau des canaux de distribution de la garantie, vous en avez deux. Un canal via le contrat de garantie qui donne à la banque et au réseau d'accompagnement une capacité à engager BPI France sans demander une étude via notre réseau.
Comment ça se matérialise? Donc le partenaire va déclarer directement via la demande de garantie en ligne au cas par cas et en contrat de garantie, juste l'extranet de garantie, sa mise en place sur son dossier. Suite à ça, certaines banques déclarent par fichier, d'autres déclarent par l'extranet. Au niveau du cas par cas, vous avez un bel outil qui est demande de garantie en ligne, qui est l'outil du bel partenaire aujourd'hui. Bel partenaire qui va être bientôt votre seule porte d'entrée pour entrer chez BPI France. C'est une vraie avancée, puisque nous avions un canal qui était vieillissant et nous allons moderniser tout ça pour que vous ayez un seul canal d'entrée. Et nous allons, à partir du 5 avril, mener un roadshow de la garantie à travers toute la France pour aller justement dans vos régions prôner la garantie et ses outils. Donc 2 canaux de distribution, 70 000 garanties, y compris les réseaux d'accompagnement. Et aujourd'hui, bientôt, une transformation de la garantie. Oh, je suis revenu en arrière. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, l'année 2020 n'a pas été une année avec le Covid qui était florissante en garantie, puisqu'on n'avait fait que 32 000 dossiers pour 1,5 milliard en encours de risque. Et 2021 est remonté avec 40 000 dossiers et 1,5 milliard en encours. 40 000 dossiers, ça représente que la création qui est de la finalité des fonds du noyau dur de BPI France, puisque vous connaissez les autres, hein, renforcement de la trésorerie, transmission, développement. Aujourd'hui, on vous fait un focus que sur la création. Et vous remarquerez que les 2 mois de 2022, c'est effectivement une remontée de la création, puisque l'année de référence qui était 2019, on a dépassé, vous le voyez à travers la courbe ici, que les 2 mois, en janvier-février, 3-4% de remontée en garantie, grâce notamment au plan de relance, puisqu'on a écouté nos partenaires bancaires. 2019, nous avions rehaussé le coût de la garantie. Là, on rehausse les quotités depuis le plan de relance, depuis septembre 2021, en baissant les coûts relatifs. Et c'est l'impact de ce rehaussement qui fait qu'aujourd'hui, il y a une attractivité des fonds de garantie. Alors la garantie, c'est les prêts d'honneur, c'est notamment le petit boulanger du coin, le petit pressing, toutes les créations d'entreprises qui ne trouvent pas beaucoup de financement. Et donc, c'est ce qui fait l'effet de levier, et c'est ce qu'on présente lors des fondamentaux de la garantie, c'est qu'effectivement, la garantie, c'est l'effet de levier pour permettre aux créateurs de s'en sortir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Une année 2022 qui s'annonce très très bien, et on peut répondre aux questions si vous en avez sur la garantie. Pas de questions? En tout cas, merci beaucoup. Et je vais passer la parole et je vous dis à bientôt. Alors, bonjour à toutes et à tous. Attendez, hop, super. Alors, donc, je suis Ahmed Bouzouaïd, je vais vous parler du programme Entrepreneuriat pour tous qui cible les quartiers de la politique de la ville. Depuis tout à l'heure, on parle des quartiers de la politique de la ville. Vous savez ce que c'est? Non. Donc en France, on a des territoires qui sont ciblés comme quartiers de la politique de la ville parce qu'ils rencontrent un certain nombre de difficultés. Dans une autre, enfin, il y a quelques années, on les ciblait parce finalement, on identifie, concentrait des difficultés liées à la qualité des aménagements, liées le taux de famille monoparentale, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on a un seul critère unique, c'est le niveau de revenu. On cible ces quartiers et ces quartiers, ils rencontrent ces difficultés, mais aussi véritablement, je dirais, c'est aussi des réservoirs d'entrepreneurs, des réservoirs de talents, des réservoirs d'énergie. Et l'idée, c'est qu'on crée les conditions pour accompagner cette énergie entrepreneuriale. Et pour ce faire, donc, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a tout un tas de solutions qui existent, d'accompagnement et de financement. Mais on a souhaité aussi porter finalement une action supplémentaire vers ces territoires pour justement accompagner les entrepreneurs. Le programme qui se nomme donc Entrepreneuriat pour tous, il vise tous les entrepreneurs de ces territoires. L'enjeu, c'est d'accompagner l'ensemble des dynamiques entrepreneuriales. Et l'idée, c'est de finalement, en fonction des niveaux de maturité des entrepreneurs, on a les entrepreneurs en devenir, les porteurs de projets, les entrepreneurs en activité. En gros, l'idée, c'est de pouvoir proposer des solutions en fonction des niveaux de développement, de maturité de ces entrepreneurs-là. Et pour ce faire, ce qu'on va retrouver, ce que je vais vous présenter, il y a quelques idées fortes
La première, c'est qu'effectivement, toute notre action, elle est intermédiée grâce à l'ensemble des réseaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais on va bien au-delà. C'est qu'on se rend bien compte que si on veut toucher les entrepreneurs, il faut aussi être finalement en relation, en contact avec les bassins de vie finalement. Les associations culturelles, sportives, toutes celles qui font finalement la vie dans ces territoires. Ça, c'est une première chose. Donc, vraiment une démarche d'aller vers pour aller sourcer, enfin, plutôt élargir finalement l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce champ-là et aller au-delà des acteurs de l'accompagnement. La seconde chose, c'est d'aller vers. Donc, en gros, on se rend bien compte que les entrepreneurs, soit n'ont pas l'information, soit il y a, qu'on appelle ça des systèmes de... Enfin, on va parler de pensée limitante, donc d'autocensure, qui font qu'ils ne vont pas vers les acteurs, ils ne vont pas vers le banquier, ils ne vont pas vers tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une institution. Donc, du coup, il y a une vraie démarche proactive pour aller les chercher. Et également, l'enjeu, c'est aussi de finalement jouer en équipe. Parce qu'on se rend bien compte que, en fonction des besoins de ces entrepreneurs, en fonction des apports qu'apporte tel ou tel acteur, on l'a bien présenté tout à l'heure, il y a des acteurs de l'accompagnement, d'autres du financement, etc. On se rend bien compte que la transformation vers l'entrepreneuriat et la pérennisation de ces structures, de ces entreprises, elle passe par un travail collectif et on essaie justement de faire vivre ces collectifs dans les territoires. Ça donne ce programme qui se décline en 4 axes. Faciliter l'accès à l'offre. On l'a dit tout à l'heure, le constat, c'est effectivement il y a beaucoup de solutions, mais elles sont parfois méconnues ou sous-utilisées. Donc l'enjeu, c'est véritablement créer le lien entre cette offre et ces entrepreneurs. Parmi les constats, c'est que, aujourd'hui, vous le savez bien, hein, je dirais, il y a beaucoup d'informations et aussi, d'un autre côté, les modes de consommation et d'accès à l'information ont évolué. On croit fort à l'enjeu de proximité. Finalement, il faut aller chercher les entrepreneurs là où ils sont. Animer les communautés entrepreneuriales. Donc, ça passe par ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment on fait pour jouer en équipe aussi comment on fait aussi pour mettre au service de cette équipe qui est dédiée à la réussite des entrepreneurs, les Cité Labs. Et je reviendrai tout de suite dessus. Accompagner, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure. Hein, donc, vous êtes des acteurs du financement, vous le savez bien. Hein, donc, financer, c'est bien. Accompagner, c'est mieux. En tout cas, c'est un véritable levier pour la pérennité des entreprises qu'on va créer. Et accélérer, donc vous l'avez bien compris aussi, c'est une offre de droit commun et généraliste qui doit accompagner l'ensemble des entrepreneurs, quels qu'ils soient. Les entrepreneurs en soi, ça ne veut rien dire parce qu'ils diffèrent selon leurs ambitions. Il y en a qui vont créer leur emploi, d'autres qui ont vraiment des démarches, je dirais, on appelle des entrepreneurs à potentiel dans la mesure où ils vont véritablement avoir un projet de création d'entreprise, un potentiel de chiffre d'affaires, de création d'emploi, etc. Et l'idée qu'on a eue, c'était de se dire, ces entrepreneurs à potentiel, il faut aussi qu'on puisse leur proposer un accompagnement intensif, collectif, parce qu'on croit fort à je dirais, la force du collectif, hein, comment les entrepreneurs entre eux, ils vont se challenger, ils vont se comparer, etc. Et aussi leur proposer finalement, en fonction du stade de maturation de leur entreprise, des solutions clés. Et donc, c'est ce que je vais détailler tout à l'heure, les accélérateurs. Alors concrètement, pour faciliter l'accès à l'offre, donc on a un super site, il n'est pas présenté ici, qui s'appelle bpifrance-création.fr et qui présente... Ah, super. Mais il n'y a toujours pas le site. Voilà. Je vais retourner en arrière. Oui, voilà, très bien. Mais l'idée de ce site, c'est vraiment d'être un peu la place digitale, hein, finalement, où on va retrouver de l'information, on va trouver aussi pour les entrepreneurs des quartiers, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir positionner son adresse et l'outil va nous permettre de géolocaliser l'ensemble des solutions en fonction de son niveau de maturité, de ses besoins qu'on aura décrits, etc. Et il pourra flécher les solutions qui pourront répondre aux attentes, aux besoins des entrepreneurs. Je vais retourner sur la slide d'avant. La tournée entrepreneuriat pour tous, toujours avec cette idée de proximité. Donc l'enjeu, c'est réaliser une fête. Certains acteurs bancaires viennent avec nous sur les étapes de la tournée. L'enjeu, c'est véritablement d'être au cœur des quartiers, d'envoyer un signal fort. On l'a dit tout à l'heure, c'était très bien dit par Bertrand, à savoir que la culture entrepreneuriale, elle commence à infuser dans les territoires. Et la création qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi lié à ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'intensifier cela et faire en sorte que l'entrepreneuriat fasse partie du paysage et que parmi les voies d'excellence, au-delà de
du sport et autres, l'entrepreneur soit, je dirais, la nouvelle rockstar aussi dans ces territoires. Au-delà de ça, concrètement, la Tournée Entrepreneur pour tous, c'est une fête qu'on organise dans les quartiers avec l'ensemble des partenaires. Donc, véritablement, vous êtes conviés. Il y a les réseaux d'accompagnement, les partenaires bancaires, etc. Et on essaie aussi d'apporter une touche de convivialité, de faire en sorte que ce soit un moment populaire pour justement fédérer, créer du collectif et donner envie, véritablement. Les bornes Entrepreneurs pour tous, là, on est dans une phase d'expérimentation. On vient de déployer 50 bornes digitales. Donc, c'est une borne qui fait la taille d'un kakémono, qui s'arrête là. Et que concrètement, vous allez en face de la borne et en 7 minutes, elle vous dit quel est votre profil d'entrepreneur et où vous pouvez trouver une solution d'accompagnement. Aujourd'hui, elles sont implantées au sein de Pôle emploi. Et l'idée, voilà, c'est tout à l'heure quand je parlais d'écosystème élargi, à savoir au-delà des acteurs de l'accompagnement et du financement, c'est de se dire comment on peut aussi intégrer les acteurs de la culture, du sport et là pour le coup de l'emploi pour justement toucher les cibles qu'on peine à toucher. Donc il y a vraiment cette démarche proactive au cœur du programme. Et dans l'idée de cette démarche proactive, on essaye de rouler, en fait faire rouler plutôt les solutions pour réussir jusqu'aux entrepreneurs grâce à un bus. Donc aujourd'hui, on a déployé 9 bus et on a l'ambition d'en déployer 40. L'enjeu de ce bus, c'est aussi toujours dans cette logique collective. Donc tout à l'heure, j'évoquais l'action qui est intermédiaire. Donc le bus est piloté par un chef de projet bus qui appartient à l'une des associations qu'on a évoquées tout à l'heure. Et son boulot, c'est de structurer ses parcours, d'arriver au cœur des territoires et de mobiliser l'ensemble des écosystèmes justement pour que les entrepreneurs dans les quartiers puissent accéder à l'ensemble du bouquet de solutions. Toujours les 3 cibles que j'évoquais tout à l'heure, les intentionnistes, les entrepreneurs en devenir et les entrepreneurs en activité. Comme vous le savez, on propose des solutions pour l'ensemble de ces acteurs. Les Cité Labs. Les Cité Labs, tout à l'heure je parlais de proximité, son boulot c'est comme presque un super commercial qui est un hybride entre le commercial et le travailleur social. Parce que justement, il va vraiment en grande proximité auprès de tous ceux qui font la vie des territoires pour aller porter, prêcher la bonne parole de l'entrepreneuriat, détecter les entrepreneurs, comprendre leurs attentes, les préparer pour ensuite les orienter dans l'écosystème. Parce qu'on se rend bien compte que vraiment la difficulté, c'est le sourcing. Et si on ne met pas cet accent, ce travail d'aller vers, on peine à toucher les publics. Et la spécificité de Cité Lab, c'est que son boulot, c'est de connaître l'ensemble de l'écosystème, qui soit tous ceux qui font la vie dans le territoire, pour pouvoir faire la bonne orientation. Donc, c'est le bon entrepreneur au bon moment vers la bonne structure. Et donc, ça a été très bien dit par Hélène tout à l'heure. On pourra avoir, par exemple, une femme qui préférera être accompagnée par un réseau qui a une brique sur l'entrepreneuriat féminin. Ça pourrait être un besoin en financement, ça pourrait être un besoin en accompagnement, mais au départ, ça pourrait être un besoin d'accompagnement, mais je dirais plutôt ambitieux. Et là, on le dirigera vers un accélérateur, par exemple. Donc voilà le Cité Lab. Donc détecter, préparer, orienter. Et la fabrique à entreprendre, là, c'est un peu the place to be de l'entrepreneuriat. On essaie de créer des lieux au cœur des quartiers où concrètement, pareil, on joue collectif. On essaie de faire en sorte que l'ensemble des réseaux puissent apporter les solutions aux entrepreneurs. C'est faire exister un peu cette idée de continuum, finalement. Une fois qu'on passe on a une solution, qu'on puisse trouver la solution qui va après et accompagner tout au long de son besoin et de son développement les entrepreneurs. Accompagner et financer, ça a été évoqué depuis tout à l'heure. Et les accélérateurs, c'est finalement la recette qui consiste à s'appuyer sur un triptyque. On accompagne une promotion, c'est un accompagnement intensif, et on va s'appuyer sur du conseil individuel, véritablement du sur-mesure en fonction du besoin et du profil de l'entrepreneur. L'accompagnement collectif en fonction du stade de développement de l'accélérateur. En gros, on va proposer les fondamentaux, c'est de la formation. Je reviendrai dessus. Et de la mise en réseau, double mise en réseau. Donc, l'enjeu, c'est de connecter à un écosystème, à des besoins, à la banque, à des solutions financières, etc. Mais aussi, c'est la mise en réseau des entrepreneurs entre eux. On sait bien le bénéfice que ça a. On avait fait une étude justement à la première vague Covid. Et on s'était rendu compte finalement que les entrepreneurs qui intégraient les accélérateurs et plus logiquement des logiques d'accompagnement avec les pairs, faisaient plus preuve de résilience que les autres. Donc pour aller vite, l'accélérateur petite entreprise, donc celui-là on l'a déployé, on cible des boîtes qui font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 salariés, et là celui-là il a
pour particularité d'être opéré directement par BPI France. Et on est sur des promotions de 30 entrepreneurs et on est sur des promotions hybrides. Donc, on a 20 entrepreneurs qui ne sont pas forcément issus des quartiers et 10 entrepreneurs issus des quartiers. Si je dis ça, c'est important, c'est que dans notre idée, globalement, même si on a ce programme qui est focus sur les territoires, pour nous, un entrepreneur, c'est un entrepreneur, en fait. Donc, les entrepreneurs des quartiers sont les entrepreneurs comme les autres et ont donc des besoins d'entrepreneurs. Mais on fait cet effort supplémentaire pour essayer de pallier aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer suite à leur trajectoire et leur territoire. L'accélérateur création, là, on est plutôt sur des boîtes qui ont moins de 24 mois d'existence. Donc, ça va aller de 0 à 24 mois. On est toujours sur cette idée d'entrepreneur à potentiel. C'est un accompagnement long qui va travailler sur le changement de posture, comment on passerait, je dirais, d'entrepreneur à dirigeant, comment on maîtrise l'entreprise dans l'ensemble de ses aspects et surtout travailler sur la mise en risque finalement de l'ensemble des fonctions vitales de la boîte. Sur l'accélérateur émergence, là, on cible plutôt des porteurs de projets. C'est un accompagnement intensif toujours de 6 mois. Et la promotion, on va travailler sur 2 choses. La posture entrepreneuriale d'une part, et d'autre part, l'enjeu, c'est véritablement de transmettre les fondamentaux de l'entreprise, en fait. Voilà, sur ce programme Entrepreneuriat pour tous. Vous l'avez compris, hein, l'idée, c'est pas de faire quelque chose à côté, mais c'est créer finalement un lien avec l'existant, connecter les entrepreneurs avec l'idée de finalement cette attention particulière qu'on accorde aux entrepreneurs issus de ces territoires, elle a vocation à faire la différence, quoi. Voilà, vous avez peut-être des questions? Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des films qui sont déjà déterminés ou c'est en fonction de... C'est vraiment quartier ou c'est... En fait, on parle de... Est-ce que c'est ciblé sur vraiment des zones géographiques très précises? En fait, c'est des zones géographiques très précises, mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, on s'intéresse à 2 choses. Soit des entrepreneurs issus de ces territoires, ou soit des entrepreneurs qui vont créer dans ces territoires. Tout à fait, exactement. Donc, vraiment, l'idée, c'est aussi quelle dynamique on va apporter à ces territoires-là et aussi je ne sais pas si on veut parler d'égalité des chances, mais pour les entrepreneurs qui sont issus de ces territoires-là, comment on va leur permettre, lorsqu'ils font défaut de réseau, lorsqu'ils font défaut de etc., comment on va travailler de cette façon. Une dernière chose, pour leur parler de l'exemple de Marseille en grand, où effectivement, c'est un territoire où on va déployer ce type de solution, mais en même temps, il y a une attention particulière avec la volonté de mobiliser l'ensemble des acteurs. Il y a les acteurs bancaires qui sont mobilisés avec tout un tas de réflexions sur comment on facilite le financement et comment on travaille sur, je dirais, les réflexes, voire les biais de représentation qu'on pourra avoir lorsqu'on accueille ces publics et qu'on les aide apprendre à mieux se connaître, en fait, pour les aider à mieux être financés et développer leurs projets. Et comment on peut savoir, on saura après, mais quelle ville est concernée par ce dispositif? En fait, la cartographie, elle est très fine. Elle n'est pas faite par nous, elle est faite par le ministère de la Ville. Il y a 1300 QPV en France. Donc, typiquement, y compris des villes que je connais bien, par exemple, Vannes, qui n'est quand même pas la ville dont on se dit... il y a 2 QPV à Vannes. Et objectivement, à Vannes, il y a 2 quartiers, Ménimur et un autre, qui sont des quartiers dans lesquels il y a une... Donc, c'est vraiment sur un zonage très fin. Après, nous, on essaye de faire en sorte que le raisonnement il soit le plus opérationnel possible sur des sujets comme celui de l'entrepreneuriat. Et donc, sur ces sujets-là, c'est sûr que raisonner à la rue et même aux côtés de la rue, ça n'a pas tellement de sens. Donc, typiquement, on essaie d'avoir des logiques un peu larges. Marseille en grand, c'est une logique Marseille. On est parti du principe, avec l'accord de l'État, que la Seine-Saint-Denis, même si tous les territoires de Seine-Saint-Denis ne sont pas en QPV au sens de la cartographie, est considéré comme un territoire fragile. Pour le coup, c'est l'exemple type du territoire, certes fragile, mais avec des potentiels et une dynamique incroyable parce que d'échanges que d'autres territoires n'ont pas, de plateformes aéroportuaires, le RER, enfin tout ce qu'on connaît tous. Donc, en fait, on a vraiment sur ce programme-là, comme le montre Ahmed, on ne va pas avoir
une logique de surintervention, c'est-à-dire vous n'avez pas un prêt moins cher, une garantie gratuite, on n'a pas des raisonnements comme celui-là. En revanche, on a un raisonnement qui est celui du renforcement de l'écosystème local, donc avec des cités labs, avec des accélérateurs, voilà. Et dans les accélérateurs, c'est les accélérateurs qui sont très ciblés sur les quartiers. On leur demande d'avoir 70% de population issue de ces quartiers. On ne va pas éjecter quelqu'un qui est du mauvais côté de la rue au motif que, pas de bol, bah, tu habites au 12, si tu avais habité au 11, tu étais éligible, mais comme tu es au 12, tu n'es pas éligible, quoi. Donc on peut pas vous donner, mais on peut préciser, et notamment localement, on n'a pas d'ailleurs dit ça, mais on a des responsables création entrepreneuriat dans chacun des territoires qui, avec chacun des réseaux bancaires, et puis des directions régionales par ailleurs, hein, qui sont en lien très étroit avec l'ensemble de vos collègues de chacun des réseaux bancaires. Donc on peut échanger de façon beaucoup plus précise, mais vous donner une carte. En fait, il y a 1300 QPV en France. Voilà. Donc elle veut pas forcément dire grand-chose en réalité, la carte. Vas-y. Je trouve que votre dispositif il est très complet, vous avez beaucoup de solutions. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'entrepreneurs ont pu bénéficier de ce programme? Bonne question. Je n'ai pas le chiffre en tête. Juste pour vous donner des masses, des grandes masses. En fait, j'ai révisé. Il n'a pas révisé. Là, on a un objectif de toucher 3000, de faire passer dans les accélérateurs, donc d'ici 2024, 3000 entrepreneurs issus à 70% des quartiers. Donc, il y en a 1000 en émergence, il y en a 1000 en création et il y en a 1000 qui seront accompagnés via des dispositifs qui ne relèvent plus vraiment de la création puisque ce sont des petites entreprises mais pas forcément des créateurs. En fait, on va dépasser notre objectif puisque sur ces 2000-là, on est déjà à 2500. Mais parce que c'est des dispositifs qui sont pour le coup, ceux-là, ils sont tous extrêmement performants, mais ceux-là, ils sont très spécifiques, ils n'existent pas par ailleurs et ils permettent véritablement ce que dit Ahmed, c'est-à-dire transformer des porteurs de projets en vrais, non pas juste créateurs, mais entrepreneurs. C'est ça qu'on cherche à faire en fait, c'est identifier des porteurs de projets qui ont certes envie de créer leur propre activité, mais surtout de devenir chefs d'entreprise. J'ai l'habitude de dire le créateur qui est chef d'entreprise pour pas s'emmerder avec un patron, on l'accompagnera, on le financera, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Mais en revanche, il n'a pas les mêmes besoins que celui qui veut véritablement devenir entrepreneur parce qu'en général, quand on n'a pas envie de s'emmerder avec un patron, on n'a pas vraiment envie de s'emmerder avec des salariés non plus. Et donc, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc là, c'est vraiment des outils qui sont dédiés à certaines typologies de porteurs de projets dont on pense que, pour le coup, ils ont souvent moins de réseau, moins de liens et donc moins de chances de réussir quand ils viennent des quartiers. Mais en revanche, une dynamique et une volonté et une résilience, et on l'a vu y compris pendant le Covid, qui est parfois beaucoup plus forte que les entrepreneurs d'autres territoires. Donc là, il y en a potentiellement 3000, voire plus. C'est un programme qui est pluriannuel, qui se trouve être financé par la Caisse des dépôts et par l'État, et donc qui va être financé jusqu'à 2020, qui pour le moment est financé jusqu'à 2024. Donc les chiffres sont voilà, à cet horizon-là. Là, quand on regarde le nombre de créateurs accompagnés issus des QPV, on est sur à peu près 7000 créateurs. Et je parle bien des créateurs. Hein. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont été sensibilisés, accompagnés, etc. Mais des gens qui, in fine, ont créé et qui ont été accompagnés et financés, il y en a à peu près 7000 par an. Et notre ambition, c'est de transformer ce 7000 en à peu près 15 000 par an. C'est ce que je disais, même 30 000 par an. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est x4 en fait. Hein. Ouais, donc on fera un peu moins. Donc on a déjà commencé quand on dit qu'on a fait 7000 et à la fin on ira plutôt vers 20 000. Voilà. Là on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus. C'est moins facile si je me mets devant pour la caméra. Donc on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus mous entre guillemets parce que on est sur des phases qui sont des phases d'aller vers, de sensibilisation, de combien de gens participent à un événement quand on l'organise. On constate
parfois qu'entre le nombre de gens qui s'inscrivent et le nombre de gens qui participent à un événement, il peut y avoir un décalage. Voilà, ça arrive, y compris quand on organise des tournées dans les quartiers. Mais on a avec chacun de ces dispositifs des chiffres effectivement d'objectifs, de sensibilisation, d'accompagnement, de participation à un certain nombre d'événements et qui sont calibrés. Du coup, tu vois, tu avais la réponse. Je t'avais dit qu'il fallait cliquer sur la slide. Les objectifs, vous les avez là du coup. 12 500 personnes détectées, 10 000 personnes informées, 1 500 personnes accélérées. Donc, on a bien des objectifs qui sont dimensionnés en fonction des typologies d'accompagnement, entre guillemets, qu'on va apporter. Et in fine, vraiment, le but de tout ça, c'est vraiment une logique d'égalité républicaine, c'est d'amener ces entrepreneurs qui sont issus des quartiers vers les différents acteurs qui existent partout, qui sont très méconnus par eux, d'ailleurs très méconnus par beaucoup de gens, et de leur offrir en fait les mêmes solutions que celles qu'on offre à tous. C'est vraiment ça l'objectif, et d'ailleurs c'est ce qu'ils nous ont demandé quand on a créé ce programme. Hein. Quand on a créé ce programme, qu'on a bien pris soin de ne pas appeler entrepreneuriat des quartiers, ils nous ont dit, nous, on est des entrepreneurs. Donc, traitez-nous comme des entrepreneurs. On a des besoins d'entrepreneurs. On a des besoins de financement, de prêts, de fonds propres. On a besoin d'accompagnement. On a des besoins de réseau. Mais on est des entrepreneurs. Et c'est ça qu'on veut. Et en l'occurrence, ça tombe bien parce que c'est ça qu'on peut nous apporter. Il y a plein d'autres acteurs, publics ou privés, qui apportent plein d'autres choses, de l'ordre de la solidarité, de l'ordre de plein de trucs extrêmement important pour le développement des territoires, y compris de ces quartiers fragiles. Nous, on est là pour aider les entrepreneurs, et donc ce qu'on cherche à faire, c'est à aider ces entrepreneurs-là. Et on a beaucoup... alors, Ahmed, tu n'as pas cité, mais sur les accélérateurs, et peut-être que ça va plus vous parler, mais sur les accélérateurs création, ils sont opérés par d'autres que nous, par des associations dont je pense vous connaissez le nom, les Déterminés, Entreprendre dans la ville. C'est ces associations-là en fait qui opèrent les accélérateurs, et très souvent ils ont dans leurs partenaires des partenaires bancaires qui contribuent à leur financement, et à financer les porteurs de projets qu'ils accompagnent. Donc c'est pareil, ça fait partie, j'ai envie de dire, du partenariat qu'on a ensemble, indirect, qu'on ne connaît pas forcément. Et on a un vrai enjeu à ce que ces structures-là ne soient pas strictement et uniquement dépendantes de nous. C'est-à-dire l'ouverture de ces... Et on n'a aucun problème à partager, et on va peut-être du coup ouvrir les débats autour de ça, de qu'est-ce qu'on peut faire plus ensemble. Typiquement, le financement de ces acteurs intermédiaires qui sont extrêmement utiles de cet écosystème, nous, on pense que c'est extrêmement important qu'ils ne soient pas uniquement, et ils le pensent aussi d'ailleurs, hein, uniquement tributaires de financement public. Parce que ça ne fait pas toujours le job tout seul, et que si on veut qu'ils puissent se déployer, ils ont besoin d'autres ressources. Et le lien avec les banques, notamment pour les porteurs de projets qu'ils accompagnent, c'est quelque chose qui est... Et la reconnaissance de l'accompagnement qu'ils mènent par les banquiers dans l'appréciation du risque d'un porteur de projet quand le porteur de projet vient les voir pour un financement, je pense que c'est quelque chose qui est très utile pour les porteurs de projets eux-mêmes. Mais là, on est vraiment à un basculement par rapport à ce que tu dis et la question que vous avez posée. En gros, si vous voulez, on va avoir les premières générations d'accélérés pour le coup qui ressortent, et c'est un programme qui se déploie partout au national, et je trouve que c'est eux qui incarnent le mieux déjà la promesse de valeur du programme, mais aussi de l'intérêt d'aller sur ce terrain et de les faire émerger.
Parce que du coup, voilà, effectivement, ce qui fait que certains rencontrent des difficultés à se faire financer, etc. On parle souvent de la question des codes ou des représentations, surtout que les acteurs qui ne se connaissent pas, en fait. Mais je pense que la plus belle preuve, et ce qui va faciliter, je pense qu'on va arriver à une seconde étape, c'est que là, on va arriver sur voilà, quand même plusieurs milliers d'entreprises à potentiel qui sortent et qui incarnent vraiment finalement cette énergie, ces talents et surtout ce potentiel qu'il y a dans ces territoires-là, avec des boîtes qui sont, pour vous donner des exemples un peu concrets, je pense, enfin voilà, on a plein de belles histoires, hein. Je pense à Gravipack, là qui se déploie à l'international. C'est quelqu'un qui a développé des systèmes comment on appelle ça, des lanières, des sacs à dos, mais Exosquelette. une sorte d'exosquelette, super, qu'on accroche au sac à dos, qui réduit le poids du sac à dos de 90%, par exemple. Aujourd'hui, il a des partenariats avec Decathlon, l'armée et tout un tas de marques sportives. On a, je pense à Sarah Mougarbel, par exemple, qui développe des lunettes qui permettent aux personnes paraplégiques de communiquer avec les yeux. On a un acteur qui a été financé par BPI, qui a développé, je ne saurais pas trop vous expliquer ça, parce que les cours de chimie et de biologie, c'était pas trop ça, mais en gros, je sais pas, il développe, ouais, je saurais pas l'expliquer. Il travaille sur des cellules souches et il est, enfin voilà. En gros, il innove, exactement. Il innove. Enfin voilà, on a des ça. projets extrêmement variés. On a des projets qui sont dans le transport et qui réinventent la mobilité du dernier kilomètre. On a des projets de champignonnières avec des, comment on appelle ça, plein de projets qui qui vont dans tous les sens et qui sont assez intéressants par rapport au potentiel qu'ils portent et la dynamique économique la valeur qu'ils apportent au territoire. Et que l'entrepreneuriat, c'est aussi dans les quartiers, sous toutes ses formes. Bah, c'est parfait, effectivement, Marie, comme tu le disais. En fait, l'idée, normalement, c'était par la suite de cette présentation, déjà vous faire réagir, effectivement. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on vous a présenté, que vous voulez poser, n'hésitez pas.